municipal, ce dernier de cette année scolaire. Bien, on commence par l'appel. Il Revel, lui, présent. Monsieur Thierry Deléon. Présent. Madame Annick Pandolfi. Présent. Monsieur Philippe Coustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Leblay. Présent. Madame Céline Morin. Monsieur Félicien Margaritas. Madame Patricia Charton. Madame Noël Proust. Présent. Madame Rossi Jaouen n'est pas présente actuellement pour l'instant. Madame Isabelle Rambourg, pouvoir à Monsieur Michel Noblet. Monsieur Joël Maillard. Présent. Madame Martine Joly. Présent. Monsieur Philippe Guillonneau. Monsieur Xavier Lefebvre, pas encore arrivé. Madame Myriam Mathieu. Présent. Madame Jessica Kellier, absente, pouvoir à Félicien Margaritas. Monsieur Vincent Couric, absent, pouvoir à Madame Céline Morin. Monsieur Claude Copin, absent, pouvoir Madame Sylvie Béguier. Madame Sylvie Béguier. Présente. Monsieur Nelson dos Santos, absent, pouvoir Madame Sophie Sauteur. Monsieur Serge Loisel, absent, pouvoir à Monsieur Joël Maillard. Madame Fabienne Kerver. Madame Sophie Sauteur. Présente. Madame Danielle de Roquefeuille. Monsieur Émile Manès. Présent. Madame Catherine Lacroix, absente, pouvoir à Monsieur Philippe Coustour. Et Monsieur Marcel Sinfréel. Présent. Très bien. Bien, désignation d'un secrétaire de séance. Qui? Monsieur Félicien Margaritas, secrétaire de séance. Bien. Et avant de débuter ce conseil, je voudrais faire des remerciements à l'occasion de cette fête de Ben, qui se sont déroulés pendant les 3 jours, que ce soit la fête de la musique, pendant les 2 jours, sur le stade de l'étang, enfin sur la parcelle de l'étang. Donc, surtout remercier principalement les services concernés, que ce soit la DSVM, les services techniques, l'enfance, la jeunesse, la communication, l'école de musique, sans oublier évidemment la caisse des écoles, hein, et puis tous les représentants des associations, près de 80 bénévoles qui ont participé aux activités, à la restauration, à l'installation et au rangement. Je crois que c'était vraiment important de remercier tous ces gens-là qui ont fait que ces fêtes soient une réussite. Alors, juste une petite nouveauté. Il y a eu la remise de récompenses aux maternelles, c'est-à-dire aux grandes sections de maternelle qui passent en CP, et puis au CM2 qui passe au collège. Donc ça, c'est sur le temps de la fête. C'est une opération qui a été montée rapidement, mais elle a été entièrement réussie pour une première, puisque 70% des parents se sont déplacés afin que leurs enfants puissent avoir leur récompense. Voilà. Voilà, je tenais à remercier. Il y a eu effectivement beaucoup de monde vendredi, samedi, et un petit peu le dimanche, mais quand même pas mal le dimanche en définitive, il y en a eu pas mal. Voilà, je tenais encore une fois à les remercier pour tout le travail accompli. Bien. Arrivée de Madame Rossi Jaouen. Il y a une voiture grise sur le parking là, qui tourne. Le moteur. Ah oui, c'est le moteur qui tourne. Je sais pas, c'est pas. Non, mais elles tournent pas. Non, elle tourne pas. C'est le moteur, par moteur. Non, ça m'a perturbé parce que j'ai cru que c'était la mienne qui n'était pas arrêtée. Mais... La personne, j'en sais rien. Je pense pas que ce soit le bon. Bien, on peut commencer ce conseil. Alors, modification du tableau des effectifs. Alors, je vais tout vous lire. Donc, suite au départ de la directrice des ressources humaines adjointe occupant un poste de rédacteur et au recrutement de son successeur, il convient de créer un poste d'adjoint administratif principal de première classe. Le poste de rédacteur non supprimé permettra d'accueillir la nouvelle responsable de l'état civil au 1er septembre, dans l'attente de la radiation des cadres de Mme Moléron au 31 décembre 2023. Suite au départ du NATSEM et au recrutement de sa remplaçante, il convient de créer un poste sur le cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture et de supprimer un poste d'ATSEM. Et suite au départ du directeur de la DSVRN,
donc la direction des sports et de la vie associative et des manifestations, occupant un poste d'attaché et au recrutement de son successeur, il convient de créer un poste sur le cadre d'emploi d'éducateur des APS. Le poste d'attaché non supprimé permettra d'accueillir la nouvelle directrice des ressources humaines au 1er octobre. Et suite au départ de la directrice des ressources, il convient de supprimer son poste au grade d'attaché principal. Donc, j'ai proposé de mettre à jour le tableau des effectifs. Donc, dans la filière administrative, création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe, suppression, au 1er septembre, d'un poste d'attaché principal. Dans la filière sociale, suppression d'un poste d'ATSEM principal de deuxième classe, création d'un poste sur le cadre d'emploi d'auxiliaire de puériculture. Et dans la filière sportive et animation, création d'un poste sur le cadre d'emploi d'éducateur des APS. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions? On peut passer au vote? Juste une remarque, il me semble que d'habitude on ne met pas les noms des personnes. Ouais. Jamais. Passer au vote. Donc peut-être pas le mettre dans le compte rendu. On ne mettra pas dans le... De toute façon, il n'est pas dans la délibération. Ouais. Non, monsieur. Mais pas dans la délibération. Bien, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Bien, unanimité des présents. Merci. Alors, budget général, compte de gestion, exercice 2022. Je passe la parole à monsieur Thierry Doléan. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Veuillez excuser par avance, j'ai le nez pris par les allergies. Nous allons démarrer donc cette séquence de l'examen des comptes de gestion et des comptes administratifs par les comptes de gestion du budget général de la commune sur l'exercice 2022. Donc pour rappel, les comptes de gestion regroupent l'ensemble des opérations de l'exercice 2022 qui sont mentionnées dans ces comptes de gestion par le receveur pour les recettes et les dépenses évidemment et conformes aux comptes administratifs de la commune qui vont être présentés après. Est-ce que vous avez des questions particulières? Donc c'est l'ensemble des écritures, l'état du patrimoine, l'état des immobilisations, etc. qu'on retrouve également dans les comptes de gestion. Pas de questions? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité des présents, merci. Bien, donc je laisse la parole pour le vote du compte administratif du budget général, monsieur Thierry Doléan, toujours. Pendant que le vidéoprojecteur s'allume, je vous propose de vous faire la présentation de tout le budget de fonctionnement. Après, les personnes qui souhaitent faire une intervention et poser des questions, qu'elles le fassent complètement, et puis on y répondra après. Puis après, on fera la même chose sur l'investissement. L'idée, c'est de structurer un peu les discussions et qu'on n'aille pas jusqu'à la petite ligne en allant creuser petit à petit. Mais bien évidemment, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. J'en prendrai note, et puis après, je vous ferai la réponse. On les pose au fil de la présentation, c'est ça? Alors, en fait, je vais vous présenter les comptes dans un premier temps de fonctionnement. À l'issue de cette présentation, vous posez toutes les questions et après, j'y répondrai. Je ne sais pas. Mais non, on a un joli écran bleu comme le ciel ces derniers jours. Non, mais je pense que c'est moi. Ça va s'afficher. Ça devrait s'afficher. Moi, j'arrive pas, ça n'arrête pas de l'écran, je n'arrive pas de sauter. Ah ouais. Ben écoutez, bien, ça va venir. Ça arrive.
Donc sur les comptes administratifs, vous avez en première page les ratios de comparaison avec les communes de même strate. Alors l'exercice est toujours un peu compliqué parce que les chiffres des communes de même strate sont ceux de 2021, alors que nos comptes administratifs, on les étudie sur 2022. Il se trouve qu'on n'a toujours pas les autres. Deux choses que moi je retiens, que l'on retient, c'est qu'effectivement on a des dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population qui sont au-dessus des strates, mais également les recettes qui vont en face, qui sont au-dessus de la strate. Et puis, on a un encours de dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement qui est à 55,7%. Et sur les autres communes de même strate, en 2021, c'était 68%. Donc malgré, et on en a conscience, un effet ciseau et une attention particulière sur les marges de manœuvre que l'on peut dégager pour notre investissement, on en parle régulièrement et on a malgré tout un ratio qui est légèrement inférieur quand même aux strates des mêmes communes que nous. Sur le budget 2022, donc exécuté, nous avons exécuté 95,9% du budget voté et en dépenses de fonctionnement. Et en recettes réelles de fonctionnement, nous avions voté 9 891 000 et les recettes réellement perçues sont à 11 550 000, principalement boostées par les droits de mutation. Et vous le voyez d'ailleurs dans les comptes un peu plus tard. La répartition des dépenses par chapitre, donc c'est 16,4% des 9 800 000 euros sur les charges à caractère général, 73,9% sur les charges de personnel, et puis ensuite 3,3% sur l'atténuation de produits et 5,5% sur les charges courantes, et après on est dans des détails. La charge financière est à moins de 1%, 0,9%, donc la charge financière c'est le remboursement des intérêts sur la dette. Et puis, après les discussions que nous avons eues en commission des finances, notamment sur la présentation, on s'était mis d'accord. J'ai tenté, parce que c'est pas simple, de répartir, de montrer la ventilation des dépenses. Je vais vous en faire lecture parce que c'est un peu loin, par fonction, pour avoir une idée en fait de là où les dépenses de fonctionnement sont situées selon les services rendus à la population. Donc 27%, alors c'est y compris les dépenses de personnel et les dépenses à caractère général, enfin ce sont toutes les dépenses de fonctionnement. Sur le premier camembert vert, on est à 27% sur les services généraux. Donc les services généraux sur la commune, ce sont toutes les fonctions support des autres services délivrés à la population, donc les services administratifs, l'état civil, etc. On a 16% qui est réservé pour le scolaire, donc c'est principalement les dépenses de fonctionnement qu'on alloue aux écoles, avec évidemment les ATSEM, etc., enfin tout le personnel qui encadre et qui accompagne l'éducation nationale. On a 12% qui représente l'amortissement l'amortissement et les immobilisations, pardon. 12% de ces 9,8 millions qui sont dévolus au sport et à la jeunesse, 8% à la culture. Si je vous mets un petit pointeur, là, vous verrez peut-être mieux. Là. Non, vous ne voyez pas mon... Là, vous le voyez? Donc 8% à la culture, donc y compris l'école de musique. 8% à destination des familles, c'est en partie la petite enfance. L'aménagement, l'urbanisme et l'environnement à 7%, santé sociale à 4%, la péréquation intercommunale c'est 3%, donc c'est 320 000 et quelques euros sur notre budget de fonctionnement. Sur la sécurité 2%, sur les intérêts de la dette moins de 1%, je l'ai dit, puis après sur l'action économique on est aux alentours de 0,7% et sur le logement à 0,2%.
un focus sur les effectifs de la municipalité. Donc nous avons 182 agents qui sont répartis en 119 titulaires et 63 contractuels, qui représentent au total un équivalent ETP de 166,5 ETP sur l'année 2022, donc au 31 décembre 2022. En recettes de fonctionnement, principalement les impôts et taxes. Donc aujourd'hui, les impôts perçus par la municipalité sont la taxe foncière. Après, je vous montrerai la structuration même des recettes des impôts. Les produits des services pour 1,3 million, donc les impôts et taxes 6,6 millions. Toutes les dotations et participations des différentes strates, État, région, etc., 2 390 000. Les produits exceptionnels à hauteur de 1 million. Dans cette ligne, rappelez-vous, c'est la vente du 4 rue Nouvelle qui est en recette sur le fonctionnement et c'est équilibré en investissement de l'autre côté. Donc c'était 950 000 à peu près la vente du 4 rue Nouvelle. La répartition des recettes de fonctionnement, donc c'est surtout sur les produits et services, donc ce que les Bénois payent pour accéder à certains services de la commune. Donc 1 300 000 €, c'est plus de la moitié des services périscolaires et scolaires, donc cantines, etc. Ensuite, la redevance des services à caractère social, c'est toutes les autres prestations sociales, petite enfance notamment, qui sont perçus par la municipalité. On a en recette de fonctionnement aussi des travaux qui sont réalisés en régie par nos agents, qui représentent 15% des 1 300 000 €. Pardon. Les redevances à caractère culturel, donc l'école de musique, pardon, à hauteur de 7%. Puis après, tout ce qui est occupation du domaine public, les concessions, les locations diverses font les derniers pourcentages. Sur les impôts et taxes sur les recettes, donc 6 650 000 €, nous avons près de 70% qui sont représentés par la taxe foncière. Donc ce sont les impôts directs. L'attribution de compensation de la communauté de communes sur les charges transférées à hauteur de 19% des 6 600 000 €. Ensuite, les taxes additionnelles sur les droits de mutation à hauteur de 6%. Le FNGIR à hauteur de 3%. Et puis les taxes, les droits de place, etc., les taxes sur l'électricité font le reste des recettes. Vous avez les détails des sommes dans les comptes administratifs. Sur les dotations et participations, d'ailleurs, je n'ai pas reporté le chiffre, on va aller chercher. Donc 2 390 000. C'est un quart qui sont représentés par les dotations de la CAF et de Île-de-France Mobilité. C'est un autre quart qui sont toutes les compensations liées à la taxe foncière. Lorsqu'il y a eu le transfert de la taxe foncière des entreprises, il y a eu une partie qui a été compensée par l'État. La dotation forfaitaire de l'État qui est à 16%. La dotation de compensation de la taxe professionnelle à 15%. Et puis la DSR, dotation de solidarité rurale à 10%. Et puis après, tous les revenus annexes, que ce soit les revenus des immeubles, les participations, les autres produits, etc., représentent les derniers pourcentages. Un point sur l'évolution de nos recettes et de nos dépenses. Donc c'est le graphe que l'on suit depuis quelques années maintenant. Donc pour rappel, la courbe verte, ce sont les dépenses réelles de fonctionnement. La courbe rouge, les dépenses. J'ai dit les dépenses juste avant, donc ce sont les recettes, pardon. Donc les recettes réelles de fonctionnement. En rouge, les dépenses réelles de fonctionnement. Et en bleu, une correction des événements exceptionnels. Donc pour rappel, en 2019, c'était la vente des terrains où a été construite la maison de santé avec les logements.
En 2020, c'est le manque à gagner sur les recettes liées au Covid, avec toutes les fermetures que nous avons connues. En 2021, une légère compensation de l'État sur les pertes de 2020 par rapport au Covid. Et en 2022, donc, vous retrouvez la vente du 4 rue Nouvelle que je corrige. Et on essaie de garder un parallélisme assez... on le surveille comme le lait sur le feu. Pour le coup, je ne vais pas me tromper cette fois. Pour garder un niveau de dépenses et de recettes suffisant pour financer notre autofinancement. Voilà pour la présentation globale des recettes et dépenses de fonctionnement. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? J'en prendrai note et puis je vous répondrai après. Une question par rapport à cette présentation. La restauration scolaire, c'est bien les dépenses payées par Cœur d'Yvelines, mais les recettes encaissées directement par la commune, c'est ça? C'est-à-dire que les dépenses... Alors, merci pour cette question. Je vais y répondre tout de suite pour le coup. Je vais y répondre tout de suite. Merci pour cette question qui va préciser les choses. Sur la restauration scolaire, effectivement, les denrées sont payées par Cœur d'Yvelines et on va retrouver le delta dans la dotation de compensation. En revanche, tous les frais de fluide, de structure, et y compris les salaires de tous nos agents, sont compris dans cette case. Je vous laisse continuer, pardon. Merci. Alors moi, je me suis penchée autrement sur ce compte de résultats. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est la comparaison entre 2021 et 2022. Et donc, là, je suis sur le compte de résultats synthétiques en milliers d'euros. Et je vois que, par exemple, pour les traitements, salaires, charges sociales, on est passé de 6,607 000. C'est en milliers d'euros. Donc 6,607 000 euros en 2022. En 2021, pardon, à 6,928 000 en 2022, ce qui fait une différence de 321 000 euros, ce qui est beaucoup. Ce que vous pouvez donc nous expliquer, je sais qu'il y a 90 000 euros qui sont liés à l'augmentation du point d'indice, mais d'autre part, achats et charges externes, en 2021, la différence entre 2021 et 2022, c'est 166 000 euros, ce qui est beaucoup aussi. Donc voilà, c'est ce genre de... J'ai une autre question, alors c'est sur aussi le fonctionnement. En ce qui concerne les recettes, les impôts et taxes, on a une différence. Alors ça, c'est pour les impôts locaux de 460 000 euros. C'est-à-dire qu'en 2022, la commune a perçu une différence de 460 000 euros en plus par rapport à 2021. Ce qui représente une somme considérable quand même. Par contre, les dotations de l'État, elles représentent moins 30 000 euros, ce qui n'est pas franchement significatif. Voilà, donc c'est pour juste nuancer vos propos et vos écrits quand vous dites que les dotations baissent beaucoup, ce qui pénalise la commune, mais il faut quand même préciser que les recettes, il y a des recettes qui augmentent et ce sont des recettes qui vont se répercuter sur toutes les années suivantes. En ce qui concerne les impôts locaux, par exemple. Les 460 000 de cette année, de 2022, en plus, cette année sur 2023, ça devait être dans les 700 000 euros en plus par rapport à 2022. Donc c'est quand même des montants significatifs qui donnent de la marge pour agir. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire sur ce qui concerne les frais de fonctionnement. Non, j'aimerais bien avoir des explications sur... Je ferai une réponse commune, il y a peut-être des sujets qui sont liés sur d'autres personnes. Ah bon. Pas d'autres
D'autres remarques pour l'instant? D'accord. Alors sur la comparaison 2021-2022, une petite correction, le chapitre 012 en 2021, c'était 6 872 000 en exécuté. J'ai les comptes administratifs 2021 sous les yeux. Donc 6 872 014 euros et 23 centimes sur le chapitre 012. 6 millions combien? 872 000. D'accord. Donc ça fait 900... Ça fait 100... Voilà, ça fait 100 et quelques mille. Et donc, le premier élément de réponse, c'est évidemment, vous vous rappelez l'augmentation du point d'indice de 3% l'été dernier, 3,5%, qui représentait à peu près 90 000 euros. Et après, les 10 euros, enfin les 10 000 euros représentent soit des primes ou des augmentations à la marge. Donc, on a engagé depuis quelques années un travail avec les services justement pour optimiser les missions de nos agents. Et de progressivement, parce qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, progressivement conserver le même service à la population avec une maîtrise du nombre de nos agents en les affectant au meilleur endroit possible et en mutualisant au maximum certaines missions. Par rapport à l'augmentation des charges générales, donc c'est plus 166 000 euros, ça représente une augmentation globale d'à peu près de 10%. Sur les charges à caractère général. Fin d'année 2022, on a eu énormément d'augmentations sur beaucoup de matières premières. Et par ailleurs, il y a eu aussi des augmentations sur les transports, par exemple. Alors on a les recettes de l'autre côté, ce qui augmente les recettes aussi. Donc il ne faut pas non plus regarder en brut les dépenses. Il y a aussi des recettes parfois qui sont en augmentation. Sur la globalité, je vais vous montrer rapidement. En fait, on regarde en grande masse et on essaie d'équilibrer pour assurer le meilleur service à la population. Ah, vous le voyez pas. Ah, ça se met pas à jour. Hop. On essaie de piloter au mieux. Bah, il est figé. Donc, en gros, on essaie de piloter au mieux pour garder le même ratio et on essaye d'augmenter le ratio des recettes par rapport aux dépenses pour garder l'autofinancement. Par rapport à l'augmentation des impôts de donc plus 460 000 euros, effectivement, donc c'est lié à l'augmentation des bases de l'État l'année dernière sur plus 3,1%. Nous, on a pris la décision de ne pas toucher à l'augmentation du taux. Donc effectivement, ça fait des mannes supplémentaires, mais nous sommes aussi confrontés à un désengagement de beaucoup de missions de l'État, que ce soit la sécurité, que ce soit le développement économique, par exemple, qui n'est pas une mission première de la commune. Effectivement, c'est des impôts supplémentaires qui vont nous permettre d'encaisser en fait ce désengagement des missions qui sont dévolues à d'autres strates pour que nous, on puisse arriver en soutien quand même ponctuellement. Donc on assume tout à fait. Et d'ailleurs, cette année, vous vous rappelez à l'occasion du vote du budget, dans la loi de finances 2023, l'État a annoncé l'augmentation des bases de 7,1%. Et nous n'avons pas souhaité modifier notre taux également, sachant que l'inflation sur 2023, notamment sur les fluides, va être très compliquée à encaisser. Donc, les dépenses augmentent, les recettes augmentent. On essaie de garder un certain parallélisme pour que les finances de la commune soient durablement soutenables. Je peux passer à la section d'investissement. Ouais, je suis embêté parce que... Alors je vais arrêter le partage. Parce que si ça se met pas à jour... Non, mais je suis en train de changer. Ça revient. Ah, ça revient, mais pas complètement. Voilà. Ouais. Donc sur la section d'investissement en dépenses, je vous ai résumé
les opérations ainsi que le remboursement du capital, nous avons dépensé, donc exécuté en investissement pour l'année 2022 5 561 000 euros, avec trois faits majeurs, on va dire. Évidemment, la livraison et le paiement des derniers travaux sur la maison de santé, que l'on retrouve sur l'opération 14. Vous avez plus mon pointeur, voilà, sur l'opération 14. Sur les équipements scolaires, culturels et sportifs. Je vous ai plus. Pardon ? Oui, pardon, c'est la rénovation de Marie Curie avec l'agrandissement de l'accueil en cantine. Oui, Victor Duruy, pardon. Sur les bâtiments administratifs, l'opération 11, on a principalement la fin des aménagements sur la mairie. Et voilà pour les grosses opérations. Et vous retrouverez donc dans l'urbanisme toutes les opérations d'investissement sur les voiries. Si vous avez des questions précises sur l'investissement, n'hésitez pas parce que je suis venu avec le détail. Donc si vous avez des questions sur les détails, je serai en mesure de vous donner les réponses. En face de cela, nous avons perçu 1 136 000 euros de subventions en recettes. Le fonds de compensation TVA à 310 000 euros et puis l'emprunt de 950 000 euros que vous voyez ici, c'est celui que nous avons contracté pour les travaux de la Barbacane qui vont démarrer. Non, c'est pas les travaux de la Barbacane, pardon, c'est le solde de l'emprunt relais sur le 4 rue Nouvelle. Pardon. Et puis le transfert de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, ce qui est important pour nous, c'est l'autofinancement à hauteur de 1 300 000 euros. Voilà pour l'investissement. Je vous propose de lister vos questions et vos remarques sur les opérations. Vous avez les détails dans les comptes administratifs, mais s'il y a des lignes qui vous interrogent en particulier, n'hésitez pas, j'y répondrai. Des questions, des remarques? Sur les dépenses, je crois que c'est l'opération 11, bâtiment administratif, le montant de, je ne sais plus combien. Sur la page précédente. Ah d'accord. Voilà. Dans les 538 000 euros, il y a donc le premier étage, je crois que c'était à peu près 180 000 euros, d'après ce que j'ai eu comme information, c'est ça? Et le reste, c'est quoi? Alors le reste, vous avez l'acquisition de licences logicielles. Pour le reste, vous avez l'acquisition de licences logicielles. Cette année, on a changé le logiciel de finance. Et toutes les licences en fait en investissement cette année, en année 2022, représentent 71 000 euros. Vous avez l'acquisition de matériel informatique qui est de 21 000 euros. Je ne demande pas de détails. Hein, non, mais je vous donne juste les grandes masses en fait. Hein. Ouais. Et puis nous avons aussi 85 000 euros sur toutes les études et l'avancement des réflexions sur le centre technique municipal. D'accord, il est dans le bâtiment administratif. Oui. Oui. D'autres remarques, d'autres questions sur ces sujets-là?
Nous allons donc passer au vote par chapitre. Et nous allons commencer par les dépenses de fonctionnement. Si vous voulez suivre, vous avez dans les premières pages du compte administratif alors je n'ai pas sous les yeux les pages. Vous allez tout retrouver en pages 8 et 9, les synthèses par chapitre. Enfin, moi, c'est pages 8 et 9. On n'a peut-être pas la même version, mais... Je vous propose qu'on procède comme à l'accoutumée. On fait sur le premier article, sur le premier chapitre, un vote, et puis je vous demande si c'est le même vote après. Si vous souhaitez changer de vote, vous le signalez. Donc, en dépenses de fonctionnement, sur le chapitre 011, les charges à caractère général, les mandats émis et les charges rattachées sont à hauteur de 1 703 437 € et 33 centimes. Est-ce qu'il y a des votes pour, avec les pouvoirs, ce qui va permettre à tout le monde de compter? C'est bon? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 4. Sur le chapitre 012, les charges de personnel et frais assimilés pour 7 252 000 €, je recommence, 7 252 967 € et 99 centimes. Est-ce que c'est le même vote que le chapitre précédent? C'est le même vote. Le chapitre 014, atténuation de produits pour 320 229 €, le même vote que le chapitre précédent, le même vote. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 580 310 € et 23 centimes. Est-ce que c'est le même vote? C'est le même vote. Le chapitre 66, les charges financières pour 87 756 € et 66 centimes. Le même vote. Le chapitre 68, dotation aux amortissements et provisions pour 3 975 €. Le même vote. Le chapitre 42, opération d'ordre de transfert entre sections pour 1 309 085 € et 18 centimes. Le même vote. Nous passons maintenant en recettes de fonctionnement au chapitre 013, l'atténuation de charges pour 139 554 € et 86 centimes. Le même vote que précédemment. Le même vote, merci. Le chapitre 70, produits, services, domaines et ventes diverses pour 1 309 233 € et 75 centimes. Le même vote. Chapitre 73, impôts et taxes, 6 654 011 € et 26 centimes. Le même vote. Chapitre 74, dotation et participation pour 2 390 069 € et 45 centimes. Le même vote. Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, 27 351 € et 93 centimes. Le même vote. Les produits financiers pour 13,66 € au chapitre 76, Le même vote. Et au chapitre 77, les produits exceptionnels pour 1 29 397 € et 44 centimes. Le même vote. Et donc au chapitre 02, le résultat reporté de 2021, c'était pour mémoire, il n'y a pas de vote, mais c'était 1 051 000 € 296. 89. Nous allons passer maintenant en section d'investissement, en commençant par les opérations. Donc sur l'opération 11, hôtel de ville et bâtiments administratifs, 210 258 € et 39 centimes. Le même vote que pour le fonctionnement ou c'est le même vote? Opération 12, voirie et espace vert pour 817 157 € et 14 centimes. Le même vote. Opération 13, équipement scolaire, culturel et sportif pour 786 396 € et 3 centimes. Le même vote. L'opération 14, équipement sanitaire et social pour 1 451 306 € et 39 centimes. Le même vote. L'opération 15, transport, 17 000 €. Même vote. L'opération 16, communication, 7 243 € et 37 centimes.
Le même vote. Les réseaux, opération 17 pour 154 284 € et 81 centimes. Le même vote. L'opération 18, urbanisme, 258 455 €. Même vote. Opération 19, autres équipements, 65 154 €. Même vote. Chapitre 13, subvention d'investissement pour 17 826 € et 85 centimes. Le même vote. Et emprunt et dette assimilée pour 1 776 266 € et 6 centimes. Même vote. Nous passons maintenant aux recettes d'investissement. Chapitre 13, subvention d'investissement pour 1 136 102 € et 38 centimes. Le même vote. Chapitre 16, empruntes et dettes assimilées pour 950 336 €. Le même vote. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves pour 400 933 € et 68 centimes. Le même vote. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 1 309 085 et 18 centimes. Le même vote. Je vous remercie. Nous passerons après à l'affectation, mais on attend que le maire revienne. Ça marche pas. Je vais mettre du noir. Hop. Sylvain est parti chercher. Donc les comptes administratifs ont été votés, monsieur le maire. Eh bien, merci. Merci à vous. Très bien. Alors oui, juste, il y a on fera passer juste à la fin les dossiers pour les signatures. Hein. Mais pas, on ne va pas passer au fur et à mesure. On les passera tous en même temps. Bien. GG. Affectation définitive du résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2022. Monsieur Thierry Deléon. Donc sans surprise comme à l'accoutumée, et d'ailleurs on retrouve les mêmes chiffres que nous avions votés par anticipation lors du budget. Il vous est proposé d'affecter définitivement le résultat 2022, soit la somme de 1 347 167 € et 85 centimes, de la manière suivante: 219 525 € et 30 centimes sur le compte 1068 en excédent de fonctionnement capitalisé, et 1 123 642 € et 55 centimes au compte 002 au résultat de fonctionnement reporté dans la section de fonctionnement. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote. Bien, qui vote contre? Madame Sauteur, qui s'abstient? Donc, alors, attendez, juste une... Non, je sais qu'il y a un pouvoir, c'est Monsieur Dos Santos qui s'abstient. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Et donc, oui, effectivement, 3 abstentions. Madame Sylvie Béguet, Madame donc 4. Ah oui, pardon, 4, d'accord. Ok. C'est bon? Bien, on continue. Budget assainissement, compte de gestion. Merci monsieur le maire. Même exercice pour le compte, le budget assainissement, avec dans un premier temps excusez-moi, je le cherche sur mon ordinateur. Budget assainissement, compte de gestion. Voilà. Donc comme pour le budget général, c'est la reprise de toutes les écritures par le receveur et on retrouve toutes les écritures dans le compte administratif. Si vous avez des questions sur les comptes de gestion. Donc pas de questions, on peut passer au vote.
Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité des présents, merci. Bien, donc je laisse la parole toujours à M. Théodoléan concernant le compte administratif du budget assainissement. PC sans doute, mais je l'avais chargé sur mon PC. Donc, pour rappel, hein, le budget d'assainissement de la commune permet de gérer la station d'épuration ainsi que les réseaux et toutes les opérations d'assainissement de l'eau. J'en profite pour alerter tout le monde et tous ceux qui nous écoutent à consommer de manière raisonnable l'eau qui devient une ressource de plus en plus rare. Et nous sommes d'ailleurs en restriction sur les arrosages de jardin en journée. Oui, on est autorisé entre 20h et 8h du matin, 6h du matin. Il y a certaines plages d'horaire, effectivement, on est en alerte renforcée. Donc, dans le budget d'assainissement, nous avons deux sections. La section d'exploitation qui est le fonctionnement. En recettes, en dépenses, il y a eu 333 900 € et 94 centimes d'exécutés. Et en recette, 405 681 € et 50 centimes. J'ai eu un doute parce que je n'avais pas ce chiffre en tête. Et en section d'investissement, nous avons 333 675 € et 16 centimes. Et en recette, 850 858 € et 86 centimes. Sachant que nous arrivons à la fin là, du projet de cofinancement et de subventionnement du raccordement de certains baignoires sur la commune. Vous ne verrez pas inscrit le solde sur l'année 2022 puisque nous avons encore un dossier qui n'est pas clôturé et qui ne nous permet pas encore de capter les 264 000 € de recettes. Voilà, mais ça va se régler dans les prochains jours. Est-ce que vous avez des questions sur le budget d'assainissement? Oui. Au sujet de ces justement raccordements, c'est bien opération pour le compte de tiers, je suppose. Et donc, c'est le montant global, c'est 633 000 de 2021 plus 698 sur 2022, c'est ça? Le montant des travaux. Alors, je n'ai pas en tête les montants des travaux, mais oui. Donc, c'est à peu près 1,5 million. Oui, c'est ça. C'est ça, C'est ça. hein? Oui, tout à fait. D'autres questions? On peut passer au vote? Bien, qui vote? Ah oui, pardon. Donc nous allons également voter par chapitre. Je vous propose qu'on fasse le même mécanisme de vote que tout à l'heure sur le budget général. Donc on va démarrer par les dépenses de fonctionnement au chapitre 011, les charges à caractère général pour 24 587 € et 74 centimes. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 79 centimes. Même vote. Même vote. Chapitre 66, charges financières pour 11 558 € et 79 centimes. Même vote. Chapitre 67, les charges exceptionnelles pour 1 692 € et 15 centimes. Le même vote. Chapitre 68, dotation aux provisions pour 329 €. Pardon. Le même vote. Chapitre 042, l'opération d'ordre de transfert entre les sections pour 295 732 € et 47 centimes. Le même vote. Nous passons maintenant aux recettes de fonctionnement. Chapitre 70, vente produits fabriqués, prestations
pour 355 459 euros et 20 centimes. Est-ce que c'est le même vote que pour les dépenses? Même vote. Chapitre 74, les subventions d'exploitation pour 50 222 euros et 30 centimes. Le même vote. Nous passons maintenant en dépenses d'investissement. Au chapitre 21, immobilisation corporelle pour 32 165 euros et 50 centimes. Le même vote. Ah, pardon. Pour l'investissement, je maintiens. À titre de- ceux qui se placent, ça se tient. D'accord, donc une abstention et... merci. Chapitre 23, immobilisation en cours pour 65 216 euros et 9 centimes. Même vote que le chapitre 21. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée pour 171 369 euros et 60 centimes. Le même vote. Pour l'opération d'assainissement privé au chapitre 458-101 pour 64 923 euros et 97 centimes. Le même vote. Nous passons maintenant aux recettes d'investissement. Au chapitre 13, les subventions d'investissement pour 251 288 euros. Le même vote. Le chapitre 10, dotation au fonds divers pour 129 633 euros et 77 centimes. Même vote. Au chapitre 458-201, les opérations d'assainissement privé, 174 204 euros et 62 centimes. Même vote. Et au chapitre 040, 295 732 euros et 47 centimes. Le même vote. Merci. Et affectation définitive, budget assainissement du résultat d'exploitation, exercice 2022, Monsieur Deléon. Merci. Donc nous vous proposons d'affecter définitivement le résultat 2022, soit 411 556 euros et 45 centimes au compte 002, qui est le résultat de fonctionnement reporté. Voilà, si vous avez des questions. On retrouve la même somme que celle que nous avions inscrite au budget 2023. Pas de questions. Pas de question? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Sauteur. Et tout le monde est pour. Merci. Ensuite, nous allons passer aux biens immobiliers meublés pour le compte de gestion, exercice 2022. Donc troisième et dernier budget de la commune pour les biens immobiliers meublés sur l'exécuté 2022. Dans un premier temps, les comptes de gestion, même exercice que tout à l'heure, on y retrouve les écritures du receveur conformes au compte administratif que nous allons soumettre au vote juste après. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Peut-on passer au vote? Très bien, on passe au vote. Ah, Émile, tu vas t'asseoir. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité des présents, merci. Compte administratif, donc toujours des biens immobiliers meublés. Merci Monsieur le maire. Donc sur les comptes administratifs, donc excusez-moi, j'ai le temps d'ouvrir le document. Donc vous allez retrouver en fonctionnement des dépenses de 45 335 euros et 49 centimes. En recettes, 58 000, recettes de fonctionnement, 58 907 euros et 51 centimes. Pour mémoire, il y avait un report de fonctionnement sur le résultat antérieur de 37 173 euros et 63 centimes. En investissement, en dépenses, nous avons 1 422 146 euros et 1 centime. En recettes, 1 384 253 euros et 10 centimes.
Pour mémoire, un résultat antérieur en déficit de 14 335 euros. Juste pour information, il y a un décalage, c'est sur ce budget que nous avons le financement de la salle des fêtes. Il y a un décalage entre l'émission des factures et la subvention reversée sur présentation des factures par GRT Gaz. Si on avait inscrit l'ensemble des factures qui vont être payées, le résultat présenterait un excédent de 30 915 euros et non pas un déficit comptable de 52 228 euros. Voilà. Si vous avez des questions. Je vous propose donc de passer au vote. On prend la même mécanique que les deux budgets précédents. Nous allons démarrer par les dépenses de fonctionnement au chapitre 11 des charges à caractère général pour 18 249 euros et 34 centimes. Qui s'abstient? Qui vote contre? Unanimité. Merci. Au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés pour 15 889 euros. Est-ce que c'est le même vote que le chapitre précédent? Unanimité. Chapitre 65, autres charges de gestion courante pour 45 centimes. Même vote. Chapitre 66, charges financières pour 7 886 euros et 24 centimes. Même vote. Au chapitre 68, dotation aux provisions pour 1074 euros. Même vote. Au chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections pour 2236 euros et 46 centimes. Le même vote. Nous passons maintenant aux recettes de fonctionnement au chapitre 70, les produits de services, domaines et ventes diverses, pour 2168 euros. Le même vote. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, pour 56 739 euros et 51 centimes. Le même vote. Nous passons maintenant aux dépenses d'investissement au chapitre 23, 1 400 000 euros, enfin 1 400 079 euros et 1 centime. Le même vote. J'avais voté contre à cause de parce que Juste je trouvais exprimer pas votre vote, ça judicieux. suffira. Non, je trouvais pas judicieux de faire la citerne, donc je vote contre. Tous les investissements. Donc un vote contre et le reste vote pour. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées pour 22 067 euros. Même vote que le chapitre précédent. Ouais. Nous passons maintenant aux recettes d'investissement pour 1 357 228 euros et 77 centimes. Chapitre 13, même vote que précédemment. Au chapitre 23, immobilisation en cours pour 7 927 euros et 91 centimes. Le même vote. Au chapitre 10, dotation fonds divers et réserves pour 16 859 euros et 96 centimes. Le même vote. Et l'opération 40, chapitre 40, opération d'ordre de transfert entre sections pour 2236 euros et 46 centimes. Le même vote. Je vous remercie. Bien. C'est voté. Bien, merci. Nous allons donc passer à l'affectation définitive du résultat de la section de fonctionnement et biens immobiliers et meublés. Merci, Monsieur le maire. Donc, même exercice que pour les autres budgets, nous vous proposons d'affecter définitivement le résultat 2022 qui s'élève à 50 745 euros et 65 centimes de la manière suivante.
19 830,54 € au compte 1068 qui regroupe les excédents de fonctionnement capitalisés et de 30 915,11 € au compte 002 sur le résultat de fonctionnement reporté. Somme que vous retrouvez également dans le budget que nous avons voté au mois d'avril. Avez-vous des questions? Donc, si pas de questions, on peut passer au vote. Bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Sauteur. Donc, unanimité pour le reste. Pardon. Moins une voix. Pardon. D'abord, remercier effectivement tout le travail effectué par les services pour ces comptes administratifs. Et puis remercier M. Doléan pour cette présentation qui est quand même relativement longue. Merci. Bien, on va passer maintenant à un autre sujet. Concernant le service jeunesse, enfance et périscolaire, la convention relative à l'intervention d'Animajeunes au collège François Rabelais. Madame Morin. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est la convention pour l'intervention d'Animajeunes il y a 2 midis par semaine au collège de Beynes, le mardi et le jeudi entre 11h et 13h10 autour du jeu. Et il y a également la prise en charge des repas des animateurs. Donc, c'est la convention qu'on signe tous les ans avec le collège de Beynes. Oui, des questions? Oui, Madame Sauteur. Il y a combien d'animateurs qui sont concernés? Il y en a 2. D'accord. Avez-vous d'autres questions? Pas de remarques. On peut passer au vote. Bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité des présents, merci. En suivant. Attendez, je tourne les pages. Très bien. Non, je tourne les pages. Bon, voilà. Modification des modalités de fonctionnement de l'accueil périscolaire et extrascolaire. Madame Céline Morin. Oui, merci. Alors, avec concertation des jeunes et des animateurs, il a été décidé de modifier les horaires d'ouverture d'Animajeunes. Donc, en résumé, il est proposé les ouvertures le mardi et jeudi de 16h à 18h, les mercredis et samedis de 14h à 19h et le vendredi de 16h à 22h. Ce qui a été réduit, ce sont les heures de préparation. On passe à 11 heures de préparation au lieu de 16 et 25 heures d'animation au lieu de 20. Donc on a modifié juste le temps de préparation par rapport au nombre d'animations et on garde les 5 heures prévues au collège. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Madame Sauteur. Oui, je voulais savoir, donc il y a un règlement intérieur qui est signé, si je comprends bien, par les parents, parce que les enfants sont mineurs, mais est-ce que le jeune qui adhère à Animajeunes a un règlement intérieur? Est-ce qu'il a un engagement écrit? Alors, l'engagement écrit, oui, ils l'ont dans tous les cas au départ, puisque quand ils signent une adhésion, ils ont ce règlement intérieur, donc oui. Non, un règlement spécifique qui s'adresse à eux, c'est-à-dire qui ne parle pas, par exemple, des tarifs, qui ne parle pas, mais qui insiste plus sur... Il y a au niveau du comportement. Une charte. Une charte, voilà, oui. Avez-vous d'autres questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité des présents, merci. Pardon? Représenté, oui. C'est vrai. Alors, maintenant, convention d'intervention foncière avec le PIF, Monsieur Félicien Margaritas. Bonsoir à tous. Dans le cadre des Petites Villes de demain, nous avons, avec l'appui des élus, des habitants et de plusieurs études et des techniciens, émis plusieurs conclusions par rapport à l'aménagement que nous voulions pour notre commune pour l'avenir, avec certains grands axes comme le développement commercial, la sécurisation de nos axes routiers, etc. Afin de pouvoir mettre en place ces orientations, il a fallu qu'on trouve des outils, et puis des partenaires pour pouvoir les porter. La présente délibération s'axe en premier lieu sur la place Saint-Martin, qui, comme vous le savez,
rassemble pas mal de problématiques qu'on connaît aujourd'hui, circulation, etc., etc. Et donc, dans le travail qu'on a mené avec nos partenaires et avec le fruit des études qui ont été produits, on s'est rapproché de l'EPFIF, donc c'est l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est un établissement public qui se charge d'opérer une veille foncière sur des parcelles données en accord avec la commune et comment dire, suite à une convention qu'on pourrait signer avec eux, pour sanctuariser un périmètre donné, pour qu'on puisse, nous, villes, avoir le temps de monter des projets, de faire des études, etc., et pouvoir, in fine, développer des projets dans un périmètre où on aurait la maîtrise du foncier existant. Donc là, la présente délibération vous propose de laisser le maire signer une convention avec l'EPFIF qui nous permettra donc sur le secteur de la place Saint-Martin, et vous le voyez dans les annexes que le périmètre comprend la place Saint-Martin elle-même et tout l'îlot de bâti qui est autour. Cette convention nous permettra de sanctuariser cet endroit, c'est-à-dire en premier lieu de nous permettre de le sanctuariser. Quand je dis ça, c'est que si un jour il y a une vente sur ce périmètre-là, si un jour il y a un projet sur ce périmètre-là, on puisse avoir la main dessus pour pouvoir nous avoir un avis et savoir si on veut le conserver pour le projet de restructuration de cette place. Et en parallèle, la convention nous permet, en partenariat donc avec les FIF entre autres, ou avec un autre prestataire et un autre partenaire qu'on pourrait décider, de pouvoir réaliser des études pour faire mûrir le projet qu'on pourra développer sur cet espace-là et pouvoir le réaliser à terme. L'idée de la convention, c'est justement de sécuriser la place Saint-Martin. On n'est pas sur une réalisation tout de suite, hein, c'est des opérations qui mettent plusieurs années, c'est plus que 5-6 ans, hein, voilà, c'est vraiment du long terme. Donc aujourd'hui, on vous propose de sanctuariser la place Saint-Martin et éviter qu'il y ait des projets un petit peu abscons qui s'y fassent pour qu'on puisse avoir le temps de réfléchir et nous permettre aussi de bénéficier des conseils de l'EPFIF en termes de montage de projet et en termes d'études. Cette convention, en premier lieu, se fait à hauteur de 1,5 million d'euros que peut débloquer en tout cas l'établissement pour nous. Au fur et à mesure du montage et puis des années qui se passent et des études qu'on pourra y faire, on aura toujours la possibilité de renégocier cette convention avec l'établissement pour pouvoir au mieux la faire s'accorder avec les projets qu'on veut y mener et qu'on puisse avoir quelque chose d'assez souple. Donc on est en concertation, on est en travail avec eux depuis quelques temps déjà, et voilà en tout cas le résumé de la première délibération qu'on vous propose à ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mme Béguet. Oui, alors ce que je trouve un peu dommage dans cette délibération, c'est que vous nous faites voter finalement un package. Personnellement, notre équipe va s'abstenir parce que on est absolument ravis du projet de l'EPFIF, parce que ça, effectivement, ça existe dans plein de communes, donc c'est très bien. La seule chose, c'est que là, vous nous balancez une carte avec un périmètre qui ne convient pas forcément et pour lequel nous n'avons pas été consultés. Donc je trouve que c'est dommage. Pour moi, c'était deux principes. Une convention d'un côté avec une somme qui était bien, qui nous permettait effectivement de faire des choses. Mais de l'autre, là, c'est un peu restrictif. Donc je trouve ça dommage. Alors les conventions avec les PFIF, elles se font en partenariat avec eux. C'est-à-dire que on a reçu la directrice adjointe il y a quelques semaines, quelques mois déjà, où justement, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est qu'on lui a expliqué un petit peu notre projet, les orientations des petits lits de demain qui ont été issus des concertations. Et on leur a dit voilà, on a un endroit à sanctuariser, on a d'ailleurs des projets et puis des terrains qui étaient à la vente là-dessus. On aurait pu avoir des ensembles immobiliers au centre de la place Saint-Martin qui soient faits très bientôt et pour lesquels du coup on aurait déjà pas vraiment la maîtrise et surtout pas la possibilité de les maîtriser pour un projet qu'on peut voir peut-être plus grand, hein, parce que l'idée c'est de voir grand pour la ville et puis c'est de voir des choses ambitieuses. Et sur l'histoire du périmètre, en fait ça a été fait en conseil avec eux, c'est que ils nous ont clairement dit que en gros pour avoir une certaine marge de manœuvre par rapport au périmètre, il fallait pas être trop restreint. Et sur cet îlot qu'on a qui fait qui en gros englobe tout ce qui est rue des Écoles et la rue derrière, voilà, donc c'est l'îlot qui est collé vraiment à la place Saint-Martin. On est aussi sur le périmètre de l'ORT, donc de l'opération de
végétalisation du territoire, qui est un statut juridique en urbanisme qui nous permet d'avoir des facilités supplémentaires. Et donc l'idée là, c'est de se dire, c'est d'ailleurs la carte qu'ils nous ont proposée, on va pas, s'il y a un bien là-dessus qui est à vendre et sur lequel on pourra préempter, mais qui n'a aucun intérêt par rapport au projet de la Saint-Martin, on ne va pas le préempter. L'idée là, c'est pas de dire on bloque tout, c'est qu'on a l'opportunité sur cette zone de le faire, mais c'est pas une, Oui. voilà, à chaque fois. De toute manière, on devra être dans une discussion avec l'établissement et puis avec aussi les personnes qui habitent sur place. Et évidemment, voilà, ça va se faire. Voilà. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, la convention, elle est faite aussi pour sécuriser quelque chose qui a à horizon absolument immédiat. On aurait pu avoir un programme immobilier non raisonné en plein milieu qui nous aurait en fait empêché de tout faire. Donc là, voilà, on s'est dit qu'il fallait mieux sécuriser. Non, mais ça, on a fort bien compris, c'est pas la peine de le réexpliquer. On déplore simplement que ça n'ait pas été fait en 2 temps. C'est tout. Alors, on ne peut pas faire de, alors, c'est ça. Oui, on peut pas faire de convention sans périmètre. Oui, on ne peut pas faire de... Oui, c'est ça, exactement. Mais d'accord, mais c'est aussi des règles de l'EFIF. Ok, d'autres questions, Madame Sauter? Oui, donc je partage l'avis de mes collègues. Et je voulais savoir, pour en revenir à la convention elle-même, page 4, il y a la notion d'unité foncière jouxtante. Et donc, il est noté, sur les secteurs définis en supra, l'EPFIF pourra intervenir sur toute unité foncière jouxtante. Ça veut dire que ce sera aussi, en dehors du périmètre, toute unité qui jouxte le périmètre. Le périmètre d'intervention tel qu'on le définit aujourd'hui, il est sur le... Je crois d'ailleurs que vous avez une carte en annexe. On a la carte. Voilà, Mais l'unité foncière jouxtante, c'est quoi comme notion? Après, l'unité foncière jouxtante, c'est les rues, donc en soi, elles nous appartiennent. Enfin, selon la lecture que j'en ai, en tout cas. Si jamais c'est pas exactement ça, on vous fera une réponse, juste après. Il y a des endroits où c'est pas la rue. L'unité foncière jouxtante, c'est pas la rue. On vous fera une réponse plus précise juste après. Ouais. Ouais. Vous êtes à quel article, juste pour... C'est page 4. La notion d'unité foncière jouxtante. Ouais, on vous fera une réponse dès que... Et ensuite, c'est page 6. Modalité d'acquisition. Donc l'acquisition peut se faire par négociation amiable, par exercice des droits de préemption et de priorité délégués par l'autorité, par exercice du droit de délaissement, et par voie d'expropriation. Alors, l'acquisition, oui, donc voilà, et il y a marqué quelque part que ce sont les domaines qui vont faire le... Donc je voulais savoir ce qu'il en était, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être lésées. Alors, il y a plusieurs outils pour les PIF, qui sont, dont les PIF disposent pour faire la veille foncière justement et conserver les terrains. À court terme, il n'est pas du tout prévu d'exproprier les gens, hein, je tiens à le dire ici pour ceux qui nous écoutent. Et de toute manière, tout se fera en discussion avec la ville. J'ai juste oublié la dernière partie de la question. Que c'était les domaines qui faisaient Oui, le... c'est ça. En gros, Donc ça peut ne pas... Les domaines ne sont pas toujours au prix du marché. C'est ça. En gros, quand quelqu'un met en vente quelque chose et qu'il y a justement un exercice du droit de préemption qui est fait sur la parcelle, il y a automatiquement, comme c'est l'autorité publique qui souhaite préempter, une évaluation des prix pour pas être en dehors de toute chose raisonnable. Cependant, on a une marge, si je ne me trompe, de 15%, plus ou moins 15%, à la négociation, justement, pour essayer d'adapter par rapport à ce fameux prix du marché. Mais on n'a pas l'objectif de payer une parcelle qu'on souhaiterait préempter si jamais elle fait 10 fois le prix qu'elle vaut vraiment. Voilà. Si jamais on a une vente qui se fait sur un terrain X, que le prix du marché est à 100 et que le vendeur le fait à 4 ou 500, voilà, ça c'est pas l'objectif de la municipalité. Je dis simplement qu'on a déjà eu le cas, le prix de l'estimation des domaines n'est pas l'estimation du marché. Même à plus ou moins 10 ou 15%. C'est ça. Et alors ça, juste, je veux le préciser, c'est le cas un petit peu sur toute la commune. On peut préempter aujourd'hui sur la commune à chaque fois qu'il y a une cession, enfin qu'il y a une DIA, donc c'est une déclaration d'intention d'aliéner, on peut préempter où on veut. Et la règle est la même.
C'est d'où justement les 15%, plus ou moins 15% qui sont laissés à la négociation pour éviter de léser, comme vous le dites. Ouais. Et c'est pas lié à la convention, c'est lié à la loi. Toujours page 6 sur 10, il y a marqué l'acquisition fera l'objet d'un courrier ou d'une décision précisant l'accord préalable du maire. Ça veut dire que ça passe. Et plus loin, il est noté qu'il y aura une délibération pour le conseil municipal récapitulant toutes les acquisitions qui auraient été faites par les PFIF au nom de la mairie. Donc ça veut dire que les acquisitions peuvent se faire sans accord du conseil municipal. Alors, oui, parce que comme le conseil municipal a donné délégation au maire pour effectuer certaines tâches, dont c'est le cas. Ensuite, quand vous dites que les PIF devra sur courrier du maire ou en tout cas sous accord du maire, oui. Alors déjà, les PIF agit comme un outil pour nous pour développer notre projet. Et donc, on va déléguer, à chaque fois, on déléguera le pouvoir de préemption. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une préemption, de toute manière, ça se fera en accord avec la commune. On va pas, c'est pas un établissement qui va agir sans foi ni loi sur la ville. C'est vraiment un outil avec lequel on va travailler. D'accord. Alors, page 8 sur 10. Oui, mais juste attention, de toute façon, tous les projets seront, puisque vous parlez du conseil municipal, tous les projets seront passés soumis au conseil municipal. D'accord. Dans le... Je sais pas. Si. C'est une obligation? Oui. Bon. Bah oui, de toute façon, c'est obligatoire d'avoir un projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter des terrains comme ça. D'accord. Même si c'est à l'amiable avec un vendeur, ça se justifie tout à fait, parce qu'il a un projet que nous, on ne veut pas qu'il fasse ses projets et qu'on va l'acheter, même si c'est à l'amiable, hein, sans passer par une préemption. De toute façon, il nous faut un projet. On ne va pas acheter les terrains comme ça. Tout au moins, ça ne se fait pas avec les FIF. D'accord. Et donc, page 8 sur 10, terme de la convention. Donc, c'est une convention de 3 ans, qui va se terminer en 2026. Donc, c'est peu, quand on n'a pas de projet. Et donc, il est noté, les biens acquis par les PFIF dans le cadre de la présente convention doivent être cédés au plus tard le dernier jour de la convention. Ce qui veut dire que si les PFIF achètent pour la commune un terrain, Oui. Si rien n'a été fait, au bout de 3 ans, la commune est obligée de le racheter. Oui. Alors, sur l'histoire de la convention, comme je disais plus tôt, il y a des possibilités de prolongation et d'avenant à la convention qui passerait déjà d'ailleurs au conseil municipal. Et donc là, l'idée, c'est que pendant 3 ans, on a la possibilité déjà de pouvoir acquérir des parcelles qui seraient en tout cas en danger, entre guillemets, ou qui ferait qu'il y ait des constructions dont on ne veut pas, ou qui soient un peu, entre guillemets, irrémédiables, pas entre guillemets. Et pendant ces 3 ans, charge aussi à nous, en partenariat, entre autres avec les PFIF ou avec d'autres partenaires, de préciser le projet. Vous disiez qu'il n'y avait pas de projet, je ne suis pas vraiment d'accord. Il y a quand même un projet sur la place Saint-Martin, de la sécuriser, de la rendre plus abordable, en tout cas plus accessible pour les commerces, de renouveler un petit peu tout ça. Et donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de projet, mais la convention nous permet justement, avec les PFIF et d'autres partenaires, de préciser le projet. Et donc, au bout de quelques années, évidemment, on renégociera avec eux quand notre projet sera plus précis, pour pouvoir prolonger la convention, pourquoi pas renégocier aussi les montants, etc. D'accord. Et alors dernière question, page 9. Lorsqu'aucune acquisition n'est réalisée, la commune est tenue de rembourser les dépenses de l'EPFIF sur présentation des justificatifs liés à des études techniques, urbaines ou encore de faisabilité et en lien avec les secteurs définis ou au recours à des prestataires, avocats ou sondage de sol par exemple. Donc il y a quand même des frais qui peuvent, ce qui est normal. C'est normal si vous faites un projet. Si vous commencez c'est juste que 3 ans, ça me paraît très court pour ce type de convention. Il peut y avoir des avenants et on peut continuer si vous voulez, lorsqu'un projet est terminé, d'en avoir d'autres sur la même parcelle si vous voulez. Donc ça ne pose pas vraiment le problème, parce que ça se fait un peu partout. À Répond, ils font exactement la même chose. Ce que je voulais dire, c'est que normalement, lorsque vous lancez une opération comme celle-là, c'est qu'on a des projets, ou tout au moins on veut limiter, si vous voulez, l'impact peut-être de promoteurs et d'avoir nos propres projets. Donc sur 3 ans, il n'y a pas de souci. Si des fois une parcelle se libère, ou qu'on puisse en faire l'acquisition, donc il nous faut bien sûr des projets là-dessus. Mais il faudra forcément
les réaliser. Et comme vous parlez de frais, si vous lancez un urbaniste quelconque qui fait des études sur un quartier, bah vous allez le payer. Ça me semble à peu près logique, même si on ne fait pas le projet. Les FIF est un outil formidable. Oui, je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table. Simplement, là, voilà. Juste pour préciser, une fois qu'on aura voté la convention, on lancera du coup des études avec les FIF dès qu'on pourra le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Ok. D'autres questions? Non. Et on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? C'est M. Dos Santos. Monsieur Dos Santos, qui vote contre, bien. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4. 4 abstentions. Merci. Alors, travaux neufs et d'entretien des voiries des différents espaces communaux, lot 2, signalisation, signature de l'avenant, monsieur Michel Leblet. Oui. Donc, le 23 mars 2023, nous avons signé un marché concernant la voirie, les réseaux divers, ainsi que le marché de signalisation pour la voirie. Depuis le début donc, de l'exécution de ces marchés, on s'est aperçu qu'il y avait des prestations qui n'avaient pas été mises dans l'appel d'offres. Et donc, on a demandé de faire un avenant pour avoir un bandeau de prix unitaire pour un certain nombre de prestations. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Ça concerne principalement, donc, comme vous pouvez le lire, la fourniture et la pose de balisettes, des mâts directionnels, des coussins d'arinois, ainsi que le coût de main-d'œuvre qui sera nécessaire pour la mise en place de ce matériel. Avez-vous des questions? Pas de questions? On peut passer au vote? Bien, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, Madame Annick Pandolfi, concernant les Farfadets. Merci, monsieur le maire. Donc ce soir, je vous propose une délibération concernant la délégation de service public pour la gestion du multi-accueil des Farfadets, son attribution. Le multi-accueil des Farfadets d'une capacité de 24 berceaux est géré par la société People & Baby depuis 2008. La gestion de ce service est assurée par une délégation de service public par affermage. Le contrat actuel arrive à expiration le 29 septembre 2023. Il convient donc de conclure un nouveau contrat de délégation de service public pour la poursuite de l'activité sur ce site pour une durée de 5 ans, soit du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2028 inclus. Une consultation a été lancée dont la mise en ligne a eu lieu du 3 mars au 4 avril 2023 sur la plateforme GIP Maximilien. Au terme de la publication, un unique candidat a déposé un dossier. Le pli a été analysé afin de vérifier la conformité de la proposition avec nos attentes. La commission de délégation de service public réunie le 15 juin 2023 a émis un avis favorable à l'attribution du marché au titulaire actuel, People & Baby, donc qui est situé au 9 avenue Foch, dans le 8e arrondissement. Le tarif annuel par berceau sera de 5 476 €. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de délibération suivant. Avez-vous des questions? Questions? Madame Sauteur. L'année dernière, il y a un an à peu près, ou pratiquement un an, j'avais demandé des informations sur le coût des berceaux. Je pense que vous en souvenez. Qu'on vous avez donné, je pense. Exactement. Oui. Et donc le coût du berceau à l'époque, enfin il y a un an, il était de 3 991 €. C'est bien ça, oui. Et donc comment on explique la différence? Alors c'est très simple, le prix du berceau qui était l'année dernière de 3 991 € était ce prix-là déjà en 2019. C'est-à-dire que depuis 2019, on n'avait pas eu du tout d'augmentation. C'était déjà le prix en 2019, donc jusqu'à l'année dernière, même actuellement, il est toujours de 3 991 €. Donc effectivement, il y a une augmentation importante. Plus de 37 €? 27,10% sur 4 ans. Oui. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que depuis 2019, on n'avait pas eu d'augmentation. Oui. 2023, 4 ans. 27% d'augmentation. Je pense qu'il faut aussi tenir compte
des augmentations qu'ils ont dû aussi, eux, faire au niveau de leur personnel, de l'alimentation, de l'augmentation du prix des couches, etc. Voilà. Et je me demandais sur la page 25 de la Convention, il est dit, parce que là le reste à charge pour la commune était de donc 2213 € avant, hein, quand il y avait à l'ancien tarif. Et là il est précisé qu'il va y avoir un coût de 37%. Compte tenu des contraintes de service public imposées aux délégataires, notamment en matière d'accès aux services des terrains, l'autorité délégante participera au financement du service sur la base d'un coût de 37% de la somme des produits de la DSP, hors compensation. Donc ça veut dire qu'on va payer 37% du coût... Il faudra que je pose la question au service des marchés publics qui s'en est occupé. Là, ce soir, je ne peux pas vous répondre. Page 25. Oui, le 7.3.2.1. 7. Sur la base du budget prévisionnel, l'autorité délégante versera la compensation convenue sur la base d'une demande présentée par le délégataire détaillant le cas de... Voilà. 37% Voilà. Et donc, alors, j'avais une autre question, du coup, sur... donc, avant, le reste à charge pour la commune était de 2213 € et quelques, puisqu'il y avait la CAF qui verse une subvention. Et donc, la CAF, avec cette augmentation, elle est calculée comment? Sa participation, c'est un pourcentage par rapport au coût ou c'est un montant forfaitaire? Ça se passe comment? Je ne sais pas du tout. Je me suis très claire. Je me renseigne. La CAF. Oui, ça va être un taux d'effort de toute façon en fonction des compositions aussi des familles. D'accord. Donc le 2213 € de la dernière fois, c'était un montant moyen, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Moyen, oui. Et donc là, ça va être le montant moyen, il va être pareil. Enfin, donc il risque de ne pas augmenter, puisque c'est pas par rapport au coût du berceau. Je vous dis, c'est en fonction des familles qui sont, qui sont acceptées. Voilà. Oui. On pourra avoir une réponse Bien sur sûr. ça va. Et j'ai une dernière question. La mairie donc met ses locaux à disposition. Oui. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour voir, enfin gracieusement, pardon, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour voir ce que ça aurait comme conséquence si la mairie imposait un loyer? Alors, le calcul a été fait, toutes les données ont été prises en fonction effectivement de la mise à disposition du local. Ils entretiennent le local, ils y font aussi des investissements importants, des travaux, des investissements importants. Le prix du berceau a été aussi défini comme ça. Oui, mais est-ce que si donc le prix du berceau augmentait, est-ce que la CAF aurait peut-être des subventions plus importantes et donc ça serait plus intéressant finalement pour la commune? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite? On ne se pose pas vraiment la question comme ça. L'important, c'est d'accueillir les petits baignoires. Ah, bien sûr, oui. On est bien d'accord, c'est vraiment notre problème numéro 1. C'est juste parce qu'il y a une différence énorme entre les trois formules d'accueil, c'est-à-dire les 3 crèches. Oui. Je crois qu'à Tiverval, c'est dans les 9 000 €. Oui, c'est plus cher, oui. Donc là, c'est pas du tout les mêmes locaux non plus. Hein. J'ai pu visiter les deux. C'est pas du tout le même accueil et du coup les mêmes animations, les mêmes locaux, etc. On ne peut pas les comparer toutes les deux. D'accord. Et c'est la moins chère. Celle-là, c'est la moins chère. Oui. Et l'autre, je crois que c'était il y a un an, c'était dans les 6 000 €. Oui. Voilà. Donc, bon. Là, je vous remercie. Je vous en prie. Avez-vous d'autres questions? Non, pas de questions. Merci, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, je passe la parole à M. Michel Leblay concernant le choix de mode de gestion du service public d'assainissement de la commune de Bennes. Oui, donc le service public d'assainissement sur la commune est assuré par la SOR dans le cadre d'une concession de service public. Ce service arrive à échéance le 31 mars 2024. Cette échéance a été fixée par ordonnance numéro 3 le 6 avril 2023.
Donc, c'est posé la question de savoir, après, on a mandaté donc un bureau d'études pour étudier les différents modes de gestion qui nous seraient, enfin, le mode de gestion qui nous serait le mieux adapté par la suite. Donc, compte tenu des objectifs d'exploitation poursuivis par la collectivité, les avantages et inconvénients de chaque mode de gestion présenté, donc vous l'avez en annexe, hein, c'est-à-dire régie avec prestation de service ou concession. La concession du service public d'assainissement semble être le mode de gestion le plus adapté au périmètre et à la durée, 8 ans, du service public d'assainissement sur la commune de Maine, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2032. Est-ce que vous avez des questions? C'est juste pour savoir, donc le syndicat SNIARC, Il n'y a absolument pas le moment, il n'en est pas question. il n'en est pas du tout question pour le moment. Tant mieux, d'accord, merci. Avez-vous d'autres questions? Bien, si on peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je laisse la parole à M. Michel Leblay concernant la signature d'une convention de partenariat avec Storengy. Oui, donc la rue, alors ça concerne la rue de Fleubert, qui dessert les habitations ainsi que le site de stockage de Maine. Bon, qui est, bon, c'est pas un secret, hein, il y a beaucoup de dégradations dessus, pardon, beaucoup de dégradations liées à l'intensité de l'usage, notamment les fissures, les arrachements, les affaissements. L'éclairage public de cette voie est un peu obsolète. D'autre part, c'est une voie étroite, sans trottoir. Bref, elle n'est pas franchement adaptée. Donc, dans ce cadre, la ville, les Storengy, avec une association de riverains, Soredi, et la ville et Storengy ont conduit une participation financière conjointe afin d'améliorer cette rue de Fleubert. Et donc, la participation financière de Storengy serait d'un montant de 100 000 € dans le cadre des travaux réalisés par la ville. Avez-vous des questions? Pas de questions? Je me trompe peut-être, mais il me semblait qu'ils avaient une autre route par derrière pour accéder à Storengy et qu'ils étaient obligés de passer par là. Non, ils ne sont pas obligés de passer par là, mais effectivement, on travaille aussi avec eux pour voir quelles seraient les possibilités que les gros camions puissent passer de l'autre côté. Voilà. Merci. Mais c'est pas toujours très facile parce que ça les oblige à avoir un deuxième gardiennage. Enfin, bon, il y a des problèmes de sécurité. Bon, ils sont en train d'étudier. Ouais, merci. En prie. C'est Oui, Madame Sauter. 100 000 € par rapport à quel montant total des travaux? Je crois que alors je n'ai pas tout en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 130 000 €. Et vous avez des devis? Tout à fait. Oui. Non, c'est juste parce que je suis arrivée en cours à la... Je n'ai pas tout en tête là, mais j'ai... Non, ce que je veux dire, c'est que la somme, c'est pas une somme... Non, c'est estimée, pas une somme... Voilà, d'accord. C'est pas un million, non, c'est pas un million. Bien, avez-vous d'autres questions? On veut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien, on a à peu près terminé l'ordre du jour. Avez-vous des questions sur les décisions du maire? Oui. Ah, Madame Béguier, s'il vous plaît. Je vois que la société Sépure va s'occuper du balayage mécanique de la voirie de Belle. C'est une somme qui est quand même conséquente. Alors c'est très bien pour le Val et les Chênes, dans le sens qu'on a toujours l'éternel problème où seules 3 rues sont nettoyées. Et alors cette fois-ci, on a quand même eu, dans une petite rue, un petit camion qui est arrivé, qui n'a absolument pas fait fonctionner les balais. Il est allé au bout de la petite rue, il est reparti, il a fait couler de l'eau sur 2 mètres, au milieu de la chaussée, on n'a pas su pourquoi. Et voilà ce qui s'est produit. Donc ce qui serait bien, c'est que dans ce contrat, effectivement, il y ait un nettoyage des rues adjacentes. Michel, faudrait, alors, bon, on va se renseigner pour savoir exactement quelle est leur limite. Normalement, c'est dans Touvaine. Hein. Maintenant, il y a peut-être... Non, effectivement, c'est pas dans Touvaine.
Non, mais ça devrait, puisque c'est. Alors, je sais qu'il y a les chaînes, les quartiers, Ouais. machin. Je ne dis pas qu'ils passent dans les hameaux, ça j'en sais rien. Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment leur parcours, mais effectivement, s'il y a des problèmes avec certaines rues pour leurs camions, et s'ils passent et qu'ils font rien, peut-être. Ah bah là, ils ont quelque pris chose. un petit camion, pas celui qui passait Ouais. de la rue de la République, donc tout le monde était ravi. Et ils n'ont absolument rien nettoyé. Ils sont montés, ils sont redescendus, comme On fera comme noter. c'était vu. On va le Alors, noter. je l'ai puis on va vu, le- j'ai même pris une photo aussi, ça vous intéresse. On a des photos Ils à sont la passés publique. rue Henri Muret. Effectivement, il est monté, il passe, et il a reculé, et sans rien nettoyer. Effectivement. Bon, on va voir avec la société pour voir qu'ils mettent de l'ordre dans les personnes. Enfin, pour faire en sorte que le travail soit mieux fait. Autre question aussi, Oui. je suppose que la location de l'appartement communal pour peu de mois concerne les travaux de la Barbacane Exactement. et des personnes qui vont être... Exactement, pour gagner du temps, je mets comme ça un planning qui est très très serré. Donc pour éviter la fatigue aux personnes, donc on les loge là, dans ce logement, le temps de la durée, D'accord. pour la durée des travaux de la Barbacane. Et le dernier point, les travaux de réfection de la toiture terrasse de la maison des associations, ça concerne bien aussi l'école de musique. Oui, c'est Voilà. c'est le même bâtiment. C'est hein. tout le bâtiment. Ouais, c'est tout le bâtiment. Ouais, tout à fait. Merci. Vous voyez, Madame Sauter. À propos, oui, de l'appartement situé à 8 rue des Clos, c'est celui donc qui est au-dessus. Oui. Et il fait combien de mètres carrés? Il a combien de pièces, vous savez, non? Il est grand, il me semble, non? Il est grand, il est grand, oui. Il est Hein, grand. c'est pas 5 Il est pièces? grand. Je crois qu'il y a au moins 4 pièces. Ouais. Ouais. 3 chambres. Combien? 4 chambres. Alors c'est peut-être 4 chambres, ça fait 5 pièces, je pense. 5 C'est ça. pièces. Oui. Et donc, qu'est-ce qui est prévu après pour cet appartement? Bon, on verra, on va voir ce qu'on va en faire sur toujours la même question de Madame Veillé qui concerne les bâtiments. On est dessus, on est dessus. Je le sais, voilà. Pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtiments, est-ce qu'on les loue, est-ce que voilà. Alors, j'ai une suggestion, Oui, voir peut-être avec la plaine de Versailles si ça peut pas intéresser des ouvriers agricoles. Parce qu'il y a beaucoup, en colocation, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui ont du mal à se loger parce que les salaires sont pas mirobolants. En région Île-de-France, les loyers sont chers, donc peut-être que ça pourrait être un objectif, c'est-à-dire d'avoir un loyer modéré. oui. Pour l'instant, on n'a pas vraiment réfléchi. Pour l'instant, on est déjà sur cette location, mais on va voir par la suite, y compris les autres bâtiments. Donc, Et il est libre quand enfin, il est libre depuis combien de temps cet appartement? Oula. À peu près 6 mois, oui. D'autres questions? Non? On peut passer aux questions orales? Bien, questions diverses de la liste Révélée Veine. Alors, première question. Les sanitaires du marché à 40 000 € ont-ils été réceptionnés et payés? Monsieur Michel Leblet. Oui, les travaux ont été réceptionnés et oui, ils ont été payés. Bon. Alors, je voudrais juste faire remarquer plusieurs choses sur ces sanitaires à 40 000 €. Donc, il n'y a pas de distributeur de savon. Il n'y a pas de distributeur de papier toilette dans les WC PMR. Il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de patère, mais bon, admettons, hein, les patères, ça va. Alors quand même, le distributeur de savon, c'est un local qui est rattaché, ce sont des WC qui sont rattachés au marché. On sort d'une période de pandémie, on n'arrête pas d'avoir des alertes sur des épidémies. Donc je pense que c'est quand même pour 40 000 €, on aurait pu avoir un distributeur de savon. Les poubelles, c'est pareil. Moi, je suis allée une fois pour voir, il y avait une serviette hygiénique usagée qui traînait par terre. Bon, c'est pas si étonnant que ça s'il n'y a rien. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment... Et alors, en plus, ils sont mal conçus. Parce qu'il y a 2 urinoirs qui sont CEPAD. Moi, j'ai jamais vu ça dans des locaux mixtes, hein, dans des WC mixtes. On a 2 urinoirs qui n'ont aucune protection pour assurer l'intimité des personnes, des hommes qui urinent, et qui les séparent des personnes qui rentrent et qui peuvent attendre, par exemple. Et alors, en plus, la porte
qui est à côté d'un des urinoirs, la poignée elle est juste à côté de l'urinoir, alors on aurait pu inverser la porte. C'est tout juste, et on ne doit pas demander à la personne qui urine de se pousser pour rentrer dans les WC. Moi, j'invite toutes les personnes autour de cette table à aller les voir. Hein, vous verrez que c'est du factuel. Et puis les Bénois aussi, qui nous écoutent ou vont nous écouter, c'est le jeudi matin et le dimanche matin, aller visiter les sanitaires. Parce qu'on a du marché à 40 000 €. Et pour les PMR, c'est pas très pratique non plus. Excuse-moi. Pour les PMR, c'est pas très pratique non plus parce que quand ils rentrent, donc on a la porte blindée qui, avec le go-room qui est très lourde. Et il faut ensuite, il y a très peu de débattement, donc il faut qu'une fois rentrés, ils ouvrent la porte du sanitaire WC, enfin des WC PMR, vers l'extérieur, alors qu'une porte coulissante aurait été quand même plus pratique, même si je reconnais qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà, je m'étonne. Très bien, tenez-vous. Allez, vas-y Michel. Alors bon, déjà, ces sanitaires sont aux normes PMR. Donc voilà. Après, vous avez vos réflexions, c'est votre droit. Hein. Je n'ajouterai rien là-dessus. Bon. Voilà. Simplement, effectivement, si c'est du savon, bon, je pense Oui, que alors, si savon, c'est des choses comme d'accessoire, ça, bon, y a avec pas de une souci. poubelle, c'est pas vraiment Maintenant, un problème. bon, franchement. Non, mais on va pas si toujours le vous voulez, faire. on prend du mobilier de collectivité, donc des choses costauds, qui sont bien fixées, mais voilà, quand même, quoi. Oui, d'accord, on ira voir. Ok, Ok, ça marche. on ira voir ça et puis on vous dira. Ok. Ah, deuxième question. Quelle est la politique immobilière de l'équipe majoritaire? Est-ce que je peux juste vous demander de préciser la question? En tout cas, l'objectif, c'est très large comme question. Bah non, c'est assez précis. Alors, d'accord, je précise. Donc, il y a les locaux vides. Donc ça fait avant Madame Béguier qu'on s'est étonné et inquiété sur ces locaux vides. Donc, il y a le pavillon de l'étang, le local près de la brasserie, l'épicerie du Val qui est vide depuis 2018. Il y a aussi, dans le même genre, les locaux qui sont loués à des tiers, comme le local de la place Saint-Martin, qui a été loué 200 €. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Non, mais c'est une délibération, c'est tout, quoi. Non, c'était une décision. On va pas commencer comme ça parce que tous les locaux, on a une liste et on avait dit qu'on la fournirait et on vous dira exactement ce qu'on fera dessus. J'ai Pour entendu. l'instant, on est en pleine réflexion sur ces locaux, d'accord, et que c'est pas forcément très simple puisque chacun ayant des idées complètement différentes et aussi bien les vôtres que celles d'autres. Donc on est en train effectivement actuellement de travailler sur l'affectation de ces locaux ou pas. Nous avons des problèmes, comme vous le savez, avec la police municipale, donc savoir, puisqu'elle n'est pas, c'est pas l'ordre dans un chalet, donc est-ce qu'on les met là, est-ce qu'on les met ailleurs? Voilà. Donc tout ça, c'est une réflexion qu'on fait avec les services pour voir quelle est la meilleure solution pour affecter ces locaux. Donc on est en train de travailler dessus. Alors, vous êtes en train de travailler dessus, sachant quand même que, par exemple, tous ces locaux, on savait qu'ils allaient se vider. Le pavillon de l'étang, c'était pour les médecins, donc on savait que quand la maison de santé allait ouvrir, le pavillon allait être libéré. C'est pareil pour le local de la place Saint-Martin, la maison à côté de la brasserie, c'était provisoire, on le savait. Donc, je ne comprends pas comment une équipe comme vous, qui nous a dit qu'elle travaillait depuis 6 ans, quand elle s'est présentée pour être élue, comment se fait-il que vous soyez 3 ans après, à mi-mandat, encore en train de réfléchir sur le devenir de ces locaux? Alors j'avais oublié un des locaux. Là, moi, avec ce que j'ai fait comme calcul, c'est un coût pour la commune de 48 000 €. Peu importe. Ça coûte 48 000 € à la commune de ne pas, par année de réflexion, ça coûte 48 000 € à la commune. La mairie annexe, comment se fait-il qu'on continue à louer la mairie annexe 800 € par mois pour une matinée par semaine, 36 semaines par mois. Par an, pardon. 36 semaines par an. Non, pas du tout.
Il n'y a pas qu'une personne pour moi, il y a du matériel, il y a des gens derrière. Mais c'est pas normal de... Écoutez... Mais non, mais arrêtez. Mais vous le savez très bien, dans la mairie annexe, il n'y a pas que le samedi matin. Vous savez très bien qu'il y a derrière des produits et qu'il y a une gestion derrière. Mais on ne stocke pas... Et il y a une personne qui est le mardi. On ne stocke pas des produits ménagers dans un local qui est gelé. La commune, vous nous parlez de développement économique, la commune avec l'épicerie, l'ancienne épicerie qui est toujours désaffectée, la mairie annexe, 3 heures par semaine pour l'ouverture au public, mais ça pénalise fortement la dynamique de ce centre commercial qui a déjà beaucoup de mal à vivre, voire survivre pour certains. Comment se fait-il que vous ne soyez pas plus dynamique dans cette réflexion? Enfin, c'est pas normal. Le local de la place Saint-Martin, il était loué 800 € avant. Attendez. Alors, on va vous répondre. Et moi, je vais faire la réflexion. Le dynamisme, il vient de quand? Depuis combien de temps elle est fermée, cette épicerie? Vous voulez que je vous en parle? D'accord, qui c'est qui l'a acheté? D'accord, et qui n'a rien fait dedans. C'est nous qui l'avons fait pour les archives. D'accord, on a travaillé sur ce projet. Maintenant, on est en train de travailler pour voir comment on va aménager, enfin, utiliser ce local. Ça peut être la PM, ça peut être aussi l'annexe qui pourrait être faite. On va pas revenir là-dessus. Mais quand même. Non, mais non, ça suffit. Vous êtes quand vous avez été élu, vous deviez forcément avoir un projet pour ce local, puisqu'on savait qu'il était libre depuis au moins 2 ans. Mais bien sûr. Mais les choses évoluent aussi, donc. Oui, quand on a été élu, on ne connaissait pas non plus l'état du patrimoine, ni des réseaux, ni de l'éclairage, ni de l'état des voiries. Hein. Donc, excusez-moi, mais enfin, il a fallu, il a fallu fixer des priorités. Et les priorités aussi, c'est que les gens soient éclairés, que les voiries soient retapées au fur et à mesure, l'assainissement soit fait, ainsi de suite. Donc, évidemment, il y a des priorités à définir et on n'est pas parfait. Je le reconnais. Non, mais il y a d'autres travaux que vous avez considérés comme prioritaires qui ne l'étaient peut-être pas. Et ce qui est vraiment gênant, c'est que vous n'ayez pas de projet. C'est-à-dire que ce n'est même pas un projet qui est reculé, c'est qu'il n'y a pas de projet du tout pour ça. Madame la déléguée au commerce, je suis heureuse de voir que ça vous fait rire. Parce qu'en je crois qu'on est sans doute peut-être pas encore assez, c'est pas qu'on n'est pas transparent, c'est que tant que les projets ne sont pas suffisamment définis, on vous les explique sans doute pas assez, c'est ça, mais en fait nous en avons des projets, c'est pour ça que de toute façon, nos projets existent, on vous les présentera lorsque ce sera finalisé, lorsque ce sera débattu ici. Voilà. On vous les présentera. Maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pas la peine de nous critiquer systématiquement sur des locaux qui existent et qu'on est obligé de, comme le disait mon adjoint, obligé de rénover, faire de la réhabilitation, de la rénovation, etc., tout le temps. On a plein de choses. Et vous le savez tout aussi bien que moi. Alors n'allez pas nous chercher sur des locaux sur lesquels on est en train d'essayer de trouver des affectations. Voilà, c'est tout. Hein, le pavillon de l'étang, bon, ils sont partis, d'accord, ok. On ne savait pas à quel moment ils allaient partir. Est-ce qu'ils allaient y aller? Tout ça, c'est des questions, même avant, qu'on ne pouvait pas avoir, puisqu'il a bien fallu attendre la fin des travaux tous les médecins, ils sont allés. Bon, c'est très bien. Ok, et ça, je suis très heureux que cette maison médicale ait pu être inaugurée assez rapidement. Mais voilà, on n'était pas très sûr. Donc, tous ces projets qu'il y a 3 ans, on ne pouvait pas, évidemment, savoir ce qu'on allait en faire maintenant. Ces projets et de rénovation et en même temps d'affectation. Voilà. Je voudrais quand même terminer sur le local de la place Saint-Martin, qui est loué actuellement 200 €. Alors je n'ai absolument rien contre la personne qui l'a loué. C'est quelqu'un de Chartrain, je crois, qui a vu une opportunité, il l'a prise, n'importe qui aurait fait pareil à la place. Mais avant, ce local était loué 800 €. Il était loué 200 € aux infirmières avant, madame. Et pourquoi il était loué 200 € parce que c'était comme ça, c'était fait avant nous. Parce que ces infirmières devaient... Mais non, mais c'était... Mais si, c'était pas nous qui l'avons loué. Mais bien sûr, mais c'était parce que c'était pour les infirmières qui devaient
intégrer la bien maison de santé, il y avait Même donc tarif donc c'est un geste qui a été fait. Bien sûr. Mais là, une profession libérale, enfin, moi je ne vois jamais personne dans ce local. Bon, écoute, en vous présentant nos projets, on va arrêter la discussion là-dessus, puisque de toute façon, on ne va pas rester à s'entendre. Hein, c'est pas la méchanceté, je vous dis simplement, on va pas aller à s'entendre. Faites attention à Donc ce je que vous vous faites. apporterai les informations. Moi, je connais des Benoît parce que qui ce auraient sera bien nécessaire. Ah va, bon. Bien, écoutez, le conseil se termine. Je voudrais vous souhaiter de bonnes vacances, puisque effectivement les vacances approchent. Hein.